Micheline Calmiret, bonsoir. Bonsoir. Vous avez joué un rôle central dans toute cette affaire. Alors, 5 ans plus tard, quelle impression, quel souvenir vous laisse l'affaire libyenne? Bon, un souvenir douloureux parce qu'on était un État qui se soucie de ses concitoyens, qui voulait les faire rentrer sains et saufs à la maison, face à un dictateur qui voulait se venger de la Suisse en détenant des otages et qui n'hésitait pas devant les moyens à prendre. On n'a pas toujours senti dans le public, chez les citoyens, cette tension, cette peur que vous avez eue, ces cauchemars que vous avez eus. Oui, c'était une situation tellement particulière que je crois que toutes les personnes qui se sont occupées de cette affaire ont été traumatisées à la sortie. Vraiment, on a vécu ça d'une façon très moralement et physiquement, on a été tous touchés, je crois. Il aura fallu 22 mois pour dénouer toute cette affaire libyenne. Kadhafi voulait la tête des policiers genevois. La Suisse voulait libérer les otages sans sacrifier son état de droit. Elle va jouer un coup de maître, c'est la loi du plus faible. « 20 août 2009, le président de la Confédération est à Tripoli et cette poignée de main est le prélude à l'humiliation de la Suisse. Libya and Switzerland, especially the people of Libya, the apology for the unjustified and unnecessary arrest conducted by the Geneva police. De sa propre initiative, le conseiller fédéral vient de céder à toutes les exigences libyennes. Il en est sûr, il sera le sauveur des otages. Mais Hans Rudolph ne prend pas la mesure des sourires qui l'entourent. Il rentre à Berne, content de lui. Mesdames et messieurs, je vous informe d'un voyage en Libye que j'ai effectué hier, suite à des préparatifs de plusieurs mois. Lors de la conférence de presse, devant l'ensemble des médias présents, le Premier ministre libyen a déclaré que les 2 hommes retenus seraient libérés avant le 1er septembre. La réaction des journalistes est cinglante. Vous estimez que l'arrestation était inutile. Comment en arrivez-vous à cette conclusion? Et qu'est-ce que ça signifie pour d'autres mandats d'arrestation en Suisse? Seront-ils aussi mis en doute à l'avenir? Si les otages ne reviennent pas, comment supporterez-vous les conséquences? On a entendu dire que vous vous étiez mis à genoux. On a vu un dessin de Kadhafi sur un trône, posant les pieds sur une carpette qui vous représente. Vous l'avez vu? Oui, bien sûr, hier j'ai fait tout faux. Les sourires de Tripoli se sont transformés en grimaces. L'avion qui devait ramener les 2 Suisses rentre vide, ou presque. L'avion n'est pas rentré vide, il a ramené les bagages de ces 2 personnes. Et puis tout bascule. Des photos d'Hannibal fuitent dans la presse. Un futur conseiller fédéral défend l'idée d'une exfiltration des otages. Micheline Calmiret refuse une faveur au fils le plus présentable du guide. Saïf al-Islam demande un visa, on a décidé de le lui refuser parce qu'on estimait que c'était très provocateur de sa part que de demander un visa à la Suisse dans les circonstances. C'était une époque très difficile puisque les otages étaient en danger. Et chaque pas qu'on faisait nous faisait craindre des répercussions ou des mesures de rétorsion à l'encontre des otages. Le lendemain même de cette décision, c'est le kidnapping de Max et Rachid à l'hôpital de Tripoli. Les 2 otages disparaissent de la face du monde pendant 7 semaines. Le vice-ministre libyen vient dire à la télévision suisse que cet enlèvement n'est pas un enlèvement et que les otages ne sont pas des otages. Nous les avons emmenés en lieu sûr à cause des publications dans votre presse, des déclarations d'un membre du Parlement et pour d'autres raisons. Les 2 Suisses ne sont pas des otages. Après 15 mois d'impasse, la ministre suisse change de stratégie.
elle obtient l'appui de l'Espagne et de son roi, Juan Carlos, qui a d'excellentes relations avec celui qui se fait appeler roi des rois. Finalement, le seul moyen d'arriver à renverser le rapport de force, si on voulait préserver la vie et la liberté des otages, c'était bien évidemment de s'attirer l'appui de l'Union européenne, d'européaniser la crise. Européaniser, c'est impliquer les poids lourds de l'Union européenne. En grand secret, Suisses et Libyens se retrouvent dans cet hôtel berlinois où l'Allemagne joue désormais le rôle d'arbitre. Lorsqu'une affaire dure depuis si longtemps, 1 an et demi sans solution, et qu'un partenaire, finalement les deux, la Libye et la Suisse, demandent à un tiers de les aider, cela signifie qu'ils ont l'intention de résoudre le problème. Veille de Noël 2009, le secrétaire d'État allemand accueille des négociateurs à cran, échaudés par 18 mois de mensonges et de négociations infructueuses. Voilà, c'est la salle où on s'est rencontrés pour la première fois avec la délégation suisse et libyenne pour commencer nos négociations sur la libération de 2 otages. Autour de la table, l'ambiance est tendue. Les Libyens multiplient les exigences. Ils veulent soudain 20 millions, autant dire une rançon. C'est qu'ils doivent à tout prix satisfaire le guide. Ils changent donc constamment de position. On ne peut pas négocier de cette manière. Il faut garder une certaine crédibilité. J'ai dit que si les choses continuaient comme ça, j'arrêterais. J'ai balancé mes documents sur la table et je suis sorti. C'était certainement la négociation la plus pénible et la plus difficile que j'ai jamais menée. On ne savait jamais quand des pourparlers auraient lieu, si les Libyens allaient repartir. On ne savait rien, rien du tout. Et tout à coup, à 11 h du soir, on commençait à négocier jusqu'à 3 h du matin. Et on ne savait pas si on recommencerait le lendemain matin à 8 h ou à 9 h. La tactique des Libyens consistait vraiment à nous laisser dans l'ignorance de ce qui allait se passer. Au même moment, Rachid et Max vivent reclus à l'ambassade. C'est leur 2e Noël d'otage et le sapin témoigne de l'absurdité de leur sort. Depuis 1 mois déjà, sans rien dire à ses alliés, Micheline Calmiret est passée à l'offensive. Elle fait inscrire 160 Libyens sur liste noire. Par le jeu de l'alliance Schengen, plus aucun dignitaire du régime ne peut mettre les pieds en Europe. Depuis un certain temps, nous étions à la recherche de quelque chose à quoi ils tenaient, et nous avions enfin trouvé. Ils voulaient des visas. Et comme la Suisse fait partie de Schengen, en leur refusant un visa, nous les empêchions de voyager en Europe. Et ça leur faisait mal. Toujours pas informé de la stratégie suisse, le roi Juan Carlos confie à son ministre une lettre destinée au colonel qui demande la libération des otages. L'Espagne va alors s'apercevoir que quelque chose ne tourne pas rond. Commence d'une façon colérique, en pratiquement disant il n'y a rien à faire, on ne peut rien négocier, la Suisse doit payer pour ce qu'il a fait, ils vont savoir qu'est-ce que c'est la Libye, absolument hors de lui. Moi je voyais que je perdais toutes mes capacités de négociation, mais je suis sorti complètement frustré. Kadhafi est furieux. Tant d'efforts pour redevenir respectable, et voilà sa famille, son clan, ses sbires, à nouveau traités en paria. En représailles, le guide interdit immédiatement le sol libyen à l'ensemble des citoyens européens. Les pays de l'Union européenne comprennent ce qu'a fait la Suisse, ils sont hors d'eux. Ils m'ont dit, écoute, tu aurais pu quand même nous avertir, ça se fait pas. Je leur ai répondu, si je vous avais averti, vous auriez fait pression sur moi pour pas que je le fasse. Donc
Donc voilà, et je leur ai dit, si vous voulez régler la situation, faites pression sur les Libyens pour que nos 2 otages puissent sortir. Le sort des otages suisses ne pèse pas lourd face aux intérêts de certains pays en Libye. Est-ce que l'Union européenne n'aurait peut-être pas dû faire preuve d'un peu plus de solidarité dès le départ avec la Suisse? Ah, voilà la Suisse membre de l'Union européenne, mais c'est excellent. Voilà une bonne nouvelle. Nous n'avons aucun différend avec la Libye. La Suisse, si. Nous aidons la Suisse, mais elle ne doit pas prendre en otage le reste de l'Europe. Les Européens ne nous ont pas aidés parce qu'ils nous aimaient. Ils nous ont aidés parce qu'on était parti d'une alliance, parce qu'on était parti de Schengen et que la décision de la Suisse les mettait dans une difficulté par rapport à la Libye qui avait pris des mesures de rétorsion à leur égard. Ça a permis, à partir de là, d'accélérer la négociation pour résoudre définitivement le problème. C'est-à-dire, a posteriori, une fois que tout est passé, il faut féliciter à Mme Micheline Calmiret d'avoir pris cette décision courageuse, même si ça a produit quelques moments de difficulté entre nous et la Suisse. Micheline Calmiret a joué son joker, mais c'est le joker d'un État faible. Son homologue libyen est inflexible. Et l'Union européenne fait corps avec lui pour obliger la Suisse à retirer sa liste noire. Je fais pleurer un petit peu, mais c'était pas moi qui la faisais pleurer, mais c'est-à-dire qu'il était à bout de nerfs, non? Il y avait beaucoup de pression, non? Elle veut pas, ou elle veut avec une condition, que la libération soit simultanée. Et la simultanéité n'était pas possible. À Sirte, grand-messe organisée par Kadhafi, la Suisse n'est pas conviée. Courbettes, sourires, politesse, les hommes d'affaires européens pourront à nouveau fouler le sol libyen. La libération des otages suisses, ce sera pour plus tard. Micheline Calmiret a dû poser les armes sans contrepartie. Pour moi, ce qui était très très difficile aussi et humiliant, c'était de lever la liste avant les Libyens. C'était un gros risque. La conseillère fédérale a déjà reçu l'aide de plusieurs personnalités. Elle joue alors une dernière carte. Elle contacte l'ex-première dame de France qui l'invite à déjeuner dans son loft à New York. Cécilia Attias avait contribué à la libération des infirmières bulgares lorsqu'elle s'appelait encore Madame Sarkozy. Elle cherche un moyen de les aider, de les sortir de là. C'est pas rien hein, d'avoir 2 otages, c'est pas un petit problème. Et elle était vraiment bouleversée et elle cherchait toutes les solutions. J'ai dit, écoutez, on va essayer, je vais voir ce que je peux faire. Cécilia se rend à Tripoli où elle rencontre le Premier ministre. Elle ne parvient pas à voir le guide, mais dit lui avoir parlé longuement au téléphone. Rapport de force total, complet. Il n'y a que ça qu'il entendait. Il n'y a pas moyen d'entendre autre chose. Donc, toujours en permanence, un rapport de force à pousser, à pousser, à pousser. Et puis il entendait parce que quelque part, vous vous souvenez, il se promenait avec la carte de l'Afrique sur le revers de sa veste. Il voulait être le portail sur l'Afrique. Et pour moi, c'était un argument de dire personne ne vous prendra jamais au sérieux si vous avez des otages. Donc si vous voulez vraiment être le portail sur l'Afrique, comportez-vous de façon honorable. Les Libyens font une offre à l'ex-première dame. Si elle obtient que les policiers genevois soient sanctionnés, elle pourra quitter la Libye avec les otages. Cécilia Attias contacte Micheline Calmiret, qui appelle à son tour le président du Conseil d'État genevois. Elle me téléphone en me disant qu'elle a en ligne des émissaires à Tripoli et que si je suis capable sur le champ de lui donner l'assurance que nous allons sanctionner des policiers pour l'exemple, les otages seront libérés. Je lui dis qu'il n'est pas question de pouvoir sanctionner des policiers pour l'exemple, sur ce seul motif. Je lui dis qu'elle a été conseillère d'État, tout comme moi, dans le même canton, à Genève, et qu'elle sait très bien cela. Elle me dit, mais vous n'avez qu'à prendre des fonctionnaires proches de la retraite et de s'arranger avec eux pour les sanctionner. Je lui explique que je transmettrai tout cela au Conseil d'État, mais que je suis à peu près certain que celui-ci lui donnera une réponse négative. Il n'était évidemment pas question
de faire porter le chapeau à des gens innocents ou à des gens qui auraient été des fonctionnaires de police qui avaient parfaitement rempli leur mission. Notre seule ligne devait être le respect de l'état de droit. C'est une exigence permanente des Libyens et on a consulté le canton de Genève à chaque fois. Chaque fois, il a répondu non. Chaque fois, la Confédération a dit non. Œil pour œil. Œil pour œil, dent pour dent, il fallait le prendre au sens littéral du terme. Tout au long des négociations, l'objectif des Libyens était de voir ces policiers souffrir, être punis, être plus que punis, être suspendus, être mis en pension, voilà. Les policiers genevois se sentent menacés depuis le jour où ils ont arrêté Hannibal. Ils craignent des représailles. Ils craignent même d'être enlevés par les hommes de Kadhafi. Ils prennent constamment un autre chemin pour rentrer chez eux. Les services libyens avaient une réputation d'efficacité et de brutalité assez remarquable. Donc il y avait des craintes au sein de la police genevoise. Si effectivement le clan Kadhafi avait décidé de faire lui-même sa propre justice et de s'en prendre à des policiers genevois, c'était une hypothèse qui était sérieuse. Dans son premier projet d'accord, Hans Rudolf Merz avait livré aux Libyens le nom de 3 policiers et même assuré qu'ils seraient sanctionnés. In extremis, cette disposition a été évacuée de l'accord signé par le président en août 2009. On a pu éviter que dans l'accord du mois d'août signé par le président de la Confédération figurent les noms des policiers et l'exigence de leur mise à pied, mais on n'a pas pu éviter le tribunal arbitral. 10 mai 2010, l'accord final est signé. Il entérine les concessions faites par le président Merz. En plus, la Suisse versera 1,5 million à une œuvre caritative désignée, bien sûr, par les Kadhafi. Mais il reste maintenant à obtenir la libération de Max Göldi. Micheline Calmiret et son homologue espagnol se rendent à Tripoli. Ils vivront 2 jours de folie. D'abord, une nouvelle déclaration soi-disant pour garantir l'accord, puis une conférence de presse. Comme à son habitude, Kadhafi s'est mis hors d'atteinte. Il fait poireauter la délégation. Après 24 heures d'attente, le dictateur convoque enfin les délégations sous sa tente. C'était un peu surréaliste. On se trouvait au milieu de Tripoli, dans l'enceinte d'une caserne avec des fils de fer barbelés. Il y avait un espace de pelouse très très grand. Et sur cette pelouse, il y avait une tente. Nous étions à peu près 60 à 80 personnes sous cette tente et on m'a dit c'est la réunion du pardon. Je me suis fait un peu petite parce que je me disais voilà, maintenant c'est le moment, on va ramener Göldi, alors tiens-toi tranquille. Monsieur Kadhafi m'a demandé « Vous venez d'où ?» J'ai dit « Je viens de Genève ». Il m'a dit « Wow !» Il a commencé sa diatribe contre la Suisse, que cette partie francophone devrait appartenir à la France. Et j'ai commencé à lui répondre en disant « Pas du tout, sur le plan historique, etc. » Et là, monsieur Berlusconi s'est levé et a dit « Écoutez, moi, je ne laisse pas critiquer la Suisse parce que j'ai été accueilli en Suisse pendant la guerre. Donc la Suisse est un pays de paix. » Et ça a été terminé. On n'a plus rien dit contre la Suisse. La conseillère fédérale et le ministre espagnol rejoignent leur hôtel. L'interminable attente reprend. La mauvaise nouvelle nous arrive l'après-midi quand le Premier ministre nous dit que M. Göldi ne pourra pas partir avec nous. Je le traite de tout et je le menace de tout. Et je le dis que la comédie est finie, que je ne vais plus retourner, qu'ils ne nous verront plus jamais en Libye et que ça aura des conséquences énormes. C'est une des négociations les plus dures que j'ai eues jamais. Le coup de sang de l'Espagne fait son effet.
Le Premier ministre libyen prend sur lui de relâcher Max Goldi. Mais ce dernier n'est pas autorisé à voyager avec les ministres. Il doit prendre un vol seul. Je lui envoie un message pour m'assurer qu'il se trouve bien dans l'avion. Il me répond tout de suite « Oui, je suis là, j'attends le départ de l'avion. Ils sentent qu'il y a du retard. » Vous voyez. Et puis, on attend quelques minutes. Il m'envoie un SMS. Flugzeug rollt. C'est parti. Ouais. Le 13 juin 2010, après 22 mois de crise, Max Goldi retrouve son pays et les siens. Ich bin müde, aber sehr glücklich, dass ich endlich wieder in der Schweiz bin. Ich bin Opfer eines Konfliktes geworden, der nichts mit mir zu tun hat. Dies ist ein sehr emotionaler Moment für mich und ich bitte Sie um Verständnis. Tout est redevenu tranquille dans le ciel helvétique. Les autorités suisses se sont étripées à coups d'enquête parlementaire, les Libyens ont étripé leurs tyrans, mais aujourd'hui, que se passerait-il si un domestique portait plainte contre un potentat dans un commissariat genevois ?